Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes bachelor, programmes master grande école, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Je me suis creusé les méninges pour savoir comment est-ce que j'allais pouvoir présenter Walid. Ce mec touche à tout, il est polyglotte, multiculturel, il a passé sa vie dans plein de pays dans le monde. C'est surtout et avant tout peut-être un gars qui fait du storytelling, qui raconte des histoires, qui nous raconte des histoires. En plus de ça, il crée aussi des podcasts. Donc voilà, on est dans un monde connu. Et j'étais impatient de pouvoir partager avec vous ma conversation avec Walid. Salut Walid. Bonjour Pierre. Alors Walid, est-ce que en quelques mots, tu peux arriver à faire ce que moi je suis pas arrivé à faire, c'est-à-dire à te présenter? Je pense que c'est jamais un exercice facile de se raconter, mais en deux mots, je m'appelle Walid, j'ai 39 ans, je suis né en France de parents algériens. J'ai fait des études dans le domaine de l'informatique, puis une école de commerce. Attends. T'es allé en médecine aussi? Eh oui, effectivement. Après, j'ai oublié. Après, ça faisait un peu entretien de recrutement, genre la ligne qu'on saute, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai qu'effectivement, quand j'étais au lycée, juste après le lycée, j'ai fait médecin. Ouais, juste après le lycée, effectivement, j'ai fait 2 fois la première année de médecine. Ouais. Donc, c'était la fameuse P1, donc j'étais ce qu'on appelle un reçu-collé. et puis bon, c'était intéressant parce que c'était un peu un passage, effectivement, et un peu une forme de choc culturel, parce que moi, j'étais au lycée en banlieue parisienne, dans un quartier populaire, et je me suis retrouvé à Necker avec des gens qui sortaient d'Henri IV et Louis-le-Grand. Donc, c'est là où j'ai réalisé que moi j'étais champion de cartes et eux champion de Formule 1. D'accord. Non, blague à part, c'était une expérience, évidemment pas. Ça veut dire qu'au lycée, tu étais plutôt bon élève quand même. Oui, non, j'étais très bon élève. Après, je pense que j'ai fait S plus par conformisme que par réel goût, parce que j'ai toujours aimé plutôt des matières qui étaient liées soit, je pense, à l'actualité, à l'histoire, au français, mais bon. Le système, même si j'étais plutôt bon en maths, mais le système scolaire fait que quand on est bon, on fait S, n'est-ce pas? Bah ouais, il paraît. Mais continue sur les présentations, voilà. Donc dans le cadre de mes études, je me suis retrouvé à travailler en France pour un groupe informatique, puis aux États-Unis. Excuse-moi, juste comme ça, je remets bien tout dans les bonnes cases. Donc, t'as fait Neoma, c'est ça? C'est ça, ouais, j'ai fait Neoma. Ok. C'est ça. Et après, direct sur le marché du travail. En fait, pendant que j'étais à Neoma, en fait, j'étais en alternance chez IBM. D'accord. Et en fait, ce qui était assez particulier, assez original, c'est qu'en fait, j'ai réussi à faire ma dernière période d'alternance au Mexique.
Donc, génial. en fait, comme je partais en fait en échange au Mexique, en fait, j'ai fait la dernière période de mon alternance à IBM Mexico, donc ce qui fait que j'ai passé presque un an vers la fin de mes études, donc c'était une super expérience, c'était en 2006. Et ça a été voilà ce qui m'a donné un peu le goût de l'international et à lancer un peu la grande séquence de séjours et d'expatriation qui a suivi sur les 10 années suivantes, et même ensuite quand je suis revenu en France, j'ai continué à énormément voyager. Ouais. Alors vas-y, raconte. Bah, disons que l'expérience au Mexique était super intéressante parce qu'en fait, déjà c'était la première fois que je me retrouvais dans un contexte à parler une autre langue que le français. Toute la journée. Puis bon, toute la journée. Après quand j'étais enfant, j'allais souvent en Algérie, mais c'était un contexte plus familial. Effectivement, je parlais arabe avec ma famille là-bas, mais c'était un contexte un peu différent. C'est pas business, ouais. Ouais, et puis surtout, ce qui était hyper intéressant en fait au Mexique, je pense que c'était la première fois en fait où je me suis retrouvé dans un contexte où le fait que j'habitais justement avec d'autres étudiants qui venaient majoritairement d'Europe, mais aussi un peu d'Amérique du Sud, etc. Je pense que le sentiment d'être français, d'être européen était quelque chose que j'ai beaucoup plus réalisé. Alors que bon, forcément en France, comme je m'appelle Walid, la première chose auquel on m'a envoyé, ou en tout cas qui a appelé plus l'attention, c'était ça. Ouais, du coup, c'était intéressant en fait. En plus, c'est tombé l'année de la Coupe du Monde 2006, donc l'année de la fameuse coup de tête de Zidane. Donc c'était un peu mon passeport. Quand je prenais le taxi à Mexico, en prenant entre étudiants, et au bout d'un moment, c'était toujours le truc de ah, vous venez d'où? Et puis il y avait le tour de la nationalité. Moi je m'appelle machin, je viens d'Italie, Finlande, France, etc. Arrivé mon tour, moi je disais France. Puis le taxi me regardait comme ça avec un air de dire ouais, mais t'as pas trop une tête de français. Et puis moi je disais oui, mais comme Zidane. Après, ce qui est drôle, c'est que les gens identifiaient pas forcément Zidane comme étant d'origine algérienne. Enfin, ça dépendait des gens. Ouais. Mais bon, en tout cas, ça a été quelque chose qui a simplifié beaucoup de conversations. Et oui, en fait, suite à cette année au Mexique, quand je suis revenu en France, j'ai terminé mes études à Neoma et j'ai enchaîné. J'ai fait un VIE à New York à la Société Générale. Et c'était hyper intéressant. Donc ça veut dire que t'étais dans les bons, même, aussi à Neoma quand même. Parce qu'on balance pas quelqu'un comme ça en échange au Mexique ou aux États-Unis s'il n'est pas dans les premiers de la promo quand même, non? J'étais faux modeste. Non, honnêtement, je suis pas faux modeste. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, pendant ma première année à Neoma, en fait, moi, j'ai travaillé en parallèle de mes études. Je travaillais le soir dans un call center. D'accord. Donc, et honnêtement, je pense que les blocs 3 et 4, il y a beaucoup de cours, j'ai pas été parce qu'en fait, je travaillais à temps partiel. D'accord. Et parce que voilà, en fait, c'était financièrement, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que l'apprentissage, c'était hyper intéressant. Ouais, je comprends. Après, oui, j'étais plutôt bon élève, mais honnêtement, comme avant, j'avais fait 2 fois première année de médecine, ensuite je suis en DUT informatique où je travaillais le week-end. Et en même temps, j'ai préparé les concours en parallèle pour les écoles de commerce, sachant que Neoma, c'était un peu entre guillemets ma HEC parce qu'en fait à l'époque on pouvait pas passer les parisiennes après un bac plus 2, donc moi je les ai toutes eues, et à Neoma effectivement pour entrer j'ai terminé je crois 2e sur 1500, donc effectivement j'étais parmi les bons. Pas mal. Voilà, mais du coup c'est vrai que quand j'étais en école de commerce, en fait j'étais plus pris par les trucs à côté, le travail, et aussi j'ai fondé une association en fait de mentorat scolaire et tutorat dans la banlieue où j'ai grandi, qui s'appelait Capacité. En gros, j'avais réuni une trentaine d'étudiants et de jeunes actifs qui venaient de plein de filières différentes et aussi de milieux assez différents pour faire du coaching et du mentorat. Ce qui à l'époque était très original, puisque maintenant ça s'est pas mal popularisé avec des associations comme Article 1 qui avant s'appelait Passeport Avenir, où je suis intervenu aussi d'ailleurs. Mais du coup voilà, j'ai fait ça, je travaillais, et puis ensuite il y a eu l'alternance. Donc oui, j'étais parmi les bons, mais j'étais pas non plus. Je suis allé en échange au Mexique, je suis pas allé en échange aux États-Unis non plus. Après, en vrai, je reprenais en Europe, mais ceci parce que je voulais partir loin, je voulais partir à un pays dont je parlais la langue en fait. D'accord. Et les States alors, après? En fait, ce qui est drôle, c'est que c'était pas forcément, c'était un rêve d'aller à New York, parce que voilà, j'ai grandi dans la pop, voilà, parce que New York, parce que la pop culture américaine, parce que le rap, voilà, pour moi New York ça représentait tout ça. Et finalement, je me suis retrouvé en VIE à New York à Société Générale, en milieu de plein de gens qui rêvaient, d'être traders, de bosser dans la finance, alors qu'en fait, moi ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, moi je travaillais en face de Lehman Brothers, donc et pendant l'affaire Carviel.
Donc c'était Et tu étais en 2008. Voilà, donc j'étais en 2007-2008, donc c'était général à New York, c'est en face de Lehman Brothers, maintenant ils ont changé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté, avoir l'impression de voir les choses de l'intérieur, et puis c'était du coup hyper éclairant là-dessus. Ah, t'étais au cœur de ce qui était en train de s'effondrer, en tout cas. Exactement, et puis du coup, c'est vrai que c'était une période qui était très étrange, parce qu'en même temps, c'était aussi la première élection d'Obama. Et en fait, pareil, moi je suis allé en fait avec des amis, je suis allé à l'Inauguration Day à Washington, donc en janvier 2009, puis j'ai suivi toute la campagne et tout, donc c'est vrai que c'était une période assez incroyable de voir ça de l'intérieur. Tu étais à fond Yes We Can. Ben oui, forcément, enfin en plus c'est un vrai orateur quand tu l'entends parler, à mon avis, et que tu es sur site. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment l'art de raconter des histoires. En fait, moi, j'ai été plus charmé quelque part et j'ai plus été fasciné par effectivement l'homme de lettres, l'orateur, parce qu'en fait, c'est aussi un vrai écrivain. Il a écrit un livre il écrit des livres politiques, mais il a écrit surtout un livre qui est un vrai roman qui s'appelle Dreams of My Father, Les rêves de mon père, où il raconte en fait tout son itinéraire, et puis c'est une histoire aussi de son père qui est venu du Kenya, qui a étudié à Harvard, etc. Et c'est un vrai romancier, quoi. Et c'est vrai que voilà, de par, on va dire, mon parcours et mon profil cosmopolite, c'est vrai que ça inspire, que je me reconnaissais en tout cas dans le discours. Et après, au-delà de ça, c'est vrai que c'était fascinant d'avoir 25 ans à New York, quoi. Tu m'étonnes. Non, mais franchement, c'est et à ce moment-là précis, c'est-à-dire que, à mon avis, alors je sais pas si tu fumes, mais si tu descendais en bas des bureaux de la SG face à Lehman Brothers, il y a un moment, tu as dû voir sortir les gens avec les cartons, quoi. Exactement, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, moi, comme j'étais un peu candide, je pense à cette époque, je me rappelle qu'une de mes colocs, c'était la veille du 15 septembre, elle a dit ouais, demain ça va être compliqué. Et en fait, je sais plus comment on l'avait su, mais en tout cas, apparemment, il allait se passer un gros truc. Et effectivement, le jour même, on a vu des gens à l'heure de déjeuner descendre avec des cartons. Et je me rappelle qu'il y avait un caricaturiste en fait qui dessinait en fait un portrait du CEO de Lehman Brothers, et donc les Américains très énervés écrivaient des insultes sur la caricature, et il y a quelqu'un qui avait écrit en français dans le texte « Jean-Yann en aurait bien ri ». Donc ça, c'est l'image que j'en garde. Je me demande toujours qui a pu écrire ça. Ouais, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça résumait bien le côté un peu absurde de la situation, parce que moi qui effectivement connaissais pas bien le système financier, qui en fait avait un job qui était plutôt en rapport avec du digital et du marketing, même si c'était dans la banque d'affaires. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai découvert ce système où les gens faisaient de l'argent avec de l'argent, tous les produits dérivés, plein de choses en fait qui paraissent complètement lunaires. Et que la crise 2008 a mis en lumière, quoi. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir ça de l'intérieur, et ça a beaucoup je pense modulé, ça a beaucoup changé ma manière en tout cas de voir la manière dont le système pouvait fonctionner, en tout cas le système économique, quoi. Donc tu as 25 ans, tu vis tout ça, et là ça commence à tourner dans ta tête ou pas Ou tu te dis non, tiens, voilà, je sors de l'école de commerce, voilà ma voie, je vais faire du conseil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu écrire des livres. D'accord. Donc, en fait, en parallèle de tout ça, comme je dis toujours, il y a des gens qui étudient pour étudier, parce qu'ils s'intéressent à des domaines. Moi, de par le milieu d'où je viens, j'étudiais d'abord pour acquérir des diplômes, et ensuite une forme de sécurité financière, et puis aider les gens, aider ma famille, aider avec les gens avec lesquels j'ai grandi. Donc l'enjeu n'était pas du tout sur des notions de plaisir ou d'accomplissement, on va dire, intellectuel, même si l'informatique était intéressant, ce que j'ai appris en école de commerce était intéressant, mais je considère que ce que j'ai vraiment appris, ce qui m'a vraiment stimulé intellectuellement, c'est plutôt ce que j'ai appris par moi-même, par mes lectures, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Et en fait, en parallèle de tout ça, en 2007, j'ai eu le prix littéraire des grandes écoles pour un premier roman que j'avais écrit. Oh là là, mais attends, arrête-toi 2 secondes là. Déjà, en 2007, tu dis. Ouais. Alors, ça veut dire que tu l'écris pendant que t'es étudiant ? Ouais, j'écris ça entre 2004 et 2006, quoi. Mais c'est surtout, comment tu fais Moi, je rêve d'arriver à écrire. Je te mens pas, sur mon ordinateur, je dois avoir, 10 premières pages de roman. Ouais, comment écoute, tu fais en fait, ça a été au tout début. J'ai commencé en fait plutôt sur des formats de nouvelles. Ouais. En fait, j'ai des histoires qui sont arrivées un petit peu comme ça, des personnages, des voix. Souvent, pour moi, ça commence par des voix, par des situations. Parfois, ça peut être juste quelque chose que j'entends dans la bouche de quelqu'un qui va m'évoquer la création d'un personnage, une situation moi-même que je traverse, que je trouve drôle, et qui ensuite donne prétexte à
moi j'écris de la fiction, je fais pas de l'écriture de soi, etc. Même si évidemment dans le roman il y a toujours des choses qu'on va puiser dans, en tout cas au moins ce qu'on est capable de ressentir, parce que c'est quand même difficile d'écrire sur quelque chose qu'on n'est pas du tout capable de ressentir, même s'il y a des gens qui le font. Du coup voilà, j'écris plusieurs en fait nouvelles, un peu à part, dans des situations un peu différentes, mais au fur et à mesure en fait ce qui se dessine, c'est que ce sont des personnages qui ont tous autour de 20 ans, qui ont tous grandi à Paris ou en banlieue et qui sont d'origine et de milieux différents. Et puis en fait, à chaque fois que j'écris une nouvelle, en fait, il y a un personnage de cette nouvelle qui devient le personnage secondaire d'une autre nouvelle. Et du coup, il y a une sorte comme ça de rond qui se forme. Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelait Chaise musicale. Mais et puis voilà, en fait, il y a une sorte de premier. Et il y a un moment, tu te dis, il y a ce concours-là, ça vaut le coup. En fait, c'est même pas ça ce qui se passe, c'est un truc avant qui se passe qui est encore plus bizarre. C'est que c'était fin 2005, c'était au moment où j'allais partir justement pour le Mexique. J'avais terminé une première version de ce manuscrit et puis je sais pas, je me dis j'ai envoyé ça à des maisons d'édition. En fait, c'était drôle parce que je savais même pas comment fonctionnaient les maisons d'édition et je connaissais même pas le nom des plus connus. D'accord. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir fait une recherche sur Wikipédia, j'ai mis liste des maisons d'édition Paris. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes dans le même quartier. Ouais, mais ça marche aussi, la preuve. Ouais, et ils étaient tous dans le même quartier. Et en fait, comme à l'époque, j'étais apprenti, donc je devais gagner 900 € par mois et je devais payer la moitié de loyer parce que c'est la première fois que j'habitais à Paris. J'avais un bon plan, mais malgré tout, voilà, j'ai des petits moyens, plus mon prêt étudiant, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais imprimer une partie des manuscrits avec l'aide d'un ami qui bosse dans une grosse boîte. J'en imprime, je crois, une partie avec la repro d'IBM. Bon, ça va, le mec, il m'avait un peu grillé, mais il a rien dit. Bon, ça va, ils ont été sympas. Et je me rappelle, je me baladais dans Saint-Germain, aller distribuer les manuscrits. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un timing un peu étrange qui se passe, c'est qu'il y a les émeutes en banlieue en 2005. Et forcément, c'était un moment de l'actualité où on s'est intéressé à ces thématiques-là, et avec le nom que j'ai, même si le sujet de mon roman, c'était pas autour de ça, il y avait aussi, je parlais aussi des problématiques qui étaient un peu liées, voilà, à l'identité, à ces différences sociales, etc. Donc j'ai reçu, en fait, j'ai eu un retour, j'ai eu un bon retour, j'ai eu les premiers qui m'ont contacté à l'époque, c'était Gallimard. Enfin voilà, donc j'ai eu le Radler qui m'a écrit. Ouais, donc j'ai eu vraiment un très gros truc et tout. J'ai eu des allers-retours. Et ensuite l'année d'après, bon finalement ça s'était pas fait avec la maison d'édition et j'ai gagné. Effectivement, j'ai soumis ce texte à ce prix que j'ai gagné. Et ensuite, quand ça te fait quoi quand tu gagnes? Ouais, ça c'est extraordinaire. Et puis bon, quand on écrit en fait, on est très seul en fait. Je pense que ce que je dis souvent en fait aux gens, parce que tu me dis je rêve d'écrire et tout, moi j'ai dit non mais faites surtout pas ça. Parce que ça c'est quand même, écrire, bon évidemment il y a du plaisir dans l'écriture, dans la création, mais en vrai c'est quand même beaucoup de temps passé seul face à sa feuille, face à son ordinateur. En vrai on passe pendant des années parfois à écrire un texte qu'on publie d'une manière ou d'une autre, qu'on fait lire. Parfois, les gens prennent pas le temps, vraiment le temps de lire. Ouais. Même quand ils le lisent, ils sont pas forcément capables de formuler en fait un retour. Donc c'est une expérience qui est très solitaire. Parfois même quand les gens lisent, ils vous expriment un retour, en fait, ils n'ont pas compris ce que vous vouliez dire. Donc c'est quand même une expérience qui expose à beaucoup d'incompréhension, de solitude. Mais c'est vrai que c'est aussi la joie de voir un monde un peu parallèle se créer. C'est-à-dire que moi, quand je pense à des personnages ou des histoires que j'ai écrites, j'y pense comme je pense à des pays que j'ai visités ou des gens que j'ai connus. Pour moi, ils sont réels, en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, quand je gagne, c'est la reconnaissance que je suis pas fou et qu'en fait, oui, en fait, ce que j'écris est intéressant. Et puis voilà, il y a la question de la légitimité. C'est-à-dire, moi, voilà, mes parents, ils sont pas. Ma mère, elle allait à l'école jusqu'en CM2, elle a le certificat d'études en Algérie. Mon père, il a dû aller dans sa vie peut-être 2 ans à l'école en Kabylie. Donc voilà, donc à un moment, on est quand même dans la patrie de la littérature. C'est comme si, pour moi, comme je dis toujours, le Brésil a le foot, la France a la littérature, quoi. Donc ouais, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis en même temps, en vrai, rien n'est fait, quoi. Et en même temps, c'est dissonant par rapport à ta carrière professionnelle. C'est-à-dire que ah oui, exactement. Ça, c'est très dissonant. C'est sûr que t'es consultant en informatique le jour et la nuit, t'es romancier. En fait, j'étais pas consultant en informatique. J'étais un boulot plutôt une sorte de responsable, on va dire chef de projet digital pour faire court. Ouais. Mais ouais, dans les payment services. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose d'un peu dissonant. Après,
aux États-Unis, ce qui était plutôt intéressant aux États-Unis, c'est que les gens en fait, ils avaient, ils ont en fait une sorte d'acceptation et que pour eux en fait, c'est plutôt cool. Ils se disent, en fait, on peut savoir faire plein de choses. Ouais. Et c'est vrai que par contre, dans un cadre franco-français, en fait, surtout en début de carrière, il peut y avoir le sentiment que voilà, la personne n'est pas très décidée, pas très motivée. Et en fait, ce qui s'est passé, par exemple, donc après les États-Unis, en fait, je suis parti pendant 1 an habiter au Brésil. Mais comment voulez-vous que je résume la vie de ce mec? J'ai des excuses quand même. Donc tu pars au Brésil, ok. En fait, ce qui se passe, comment, pourquoi, Walid, c'est quoi ce souk là? Et en fait, il y a un concours de circonstances. Ouais. C'est qu'en fait, déjà, il y avait ma copine de l'époque qui était brésilienne et que donc voilà, et donc que j'avais rencontré au Mexique, donc que j'ai rejoint. Une brésilienne rencontrée au Mexique avec laquelle tu vivais à Paris, donc, et vous vous retournez au Brésil. Non, pas encore. Enfin, c'était plus tard ça. Okay. Mais à l'époque, on était dans une relation à distance. Moi, j'étais plusieurs fois au Brésil. T'es venu en France, ensuite t'es venu en visite plusieurs fois aux États-Unis. Bon, et ensuite, donc il y a un moment, il fallait quand même se retrouver, etc. Mm-hmm. Et ça tombait aussi à un moment où aux États-Unis, à cause de la crise, en fait, ils ont annulé tous les visas pour les Français, pas pour les Français, mais en gros, tous les gens qui étaient en visa J1, normalement, ils avaient des bonnes chances d'avoir ce qu'on appelle un visa E2. En gros, c'était le visa pour travailler ensuite aux États-Unis. Ouais. D'ailleurs, j'avais une proposition de boulot juste avant la crise, pour rester assez général et tout, parce que les choses se passaient bien. Puis j'aimais bien la vie à New York, c'était plutôt cool. Et même si voilà, dans le fond du travail, c'était comme un tout premier boulot avec des choses intéressantes, moins intéressantes, mais le contexte était chouette. Et en fait, il y a ça. Donc, il y a la crise de 2008. Quand je rentre en France, il y a cette histoire en fait qui est liée à l'écriture où normalement j'étais censé être suite à ce prix littéraire, j'étais censé être publié dans une maison d'édition. Enfin, il y a pas mal de péripéties. Finalement, ça se fait pas. J'ai une plus grosse maison d'édition qui me propose, ça se fait pas finalement. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent. Et du coup, je me dis j'ai envie de prendre vraiment du temps pour essayer autre chose. Ouais. Parce que je pense que c'était aussi le côté, voilà, après avoir vécu la crise de 2008 aux États-Unis, il y avait un petit côté absurde aussi de ça, et de me dire, j'ai envie de me dédier plutôt à l'écriture. D'accord. Même si financièrement, ça paraissait très compliqué. Mais du coup, je pars à Sao Paulo à l'été 2009. En fait, grâce à un ami qui bossait dans une radio, j'ai un visa de correspondant de presse. D'accord. Et du coup, j'ai un visa qui me permet de rester 1 an au Brésil, quoi. Okay. Officiellement, je suis pas censé pouvoir travailler. D'accord. Mais bon, c'est le Brésil. Du coup, je donne des cours de français. Je travaille pour un petit journal, pour le petit journal Brésil. Donc, c'est pas le petit journal d'Yann Barthès. Enfin, non, c'est pas Yann Barthès d'ailleurs, c'est pas le quotidien. Mais c'est un journal en ligne pour les expatriés. Et moi, qui s'appelle Le Petit Journal. Petitjournal.com, ouais. Il existe dans plein de villes du monde. Et du coup, moi, j'ai travaillé avec la rédaction de Sao Paulo. Okay. J'ai écrit des articles pour eux, c'était plutôt sympa. Et j'ai écrit, c'était une des premières fois que j'étais payé pour écrire, donc c'était cool. Et puis surtout, j'ai donné des cours de français dans un institut français fondé par une alumni de Sciences Po. Et en fait, grâce à ça, c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de rencontrer des Brésiliens de plein de milieux différents. Parce que voilà, moi j'étais, en plus quand je suis arrivé là-bas, je parlais pas portugais, je parlais bien espagnol déjà, bien anglais, mais en vrai ça sert à rien au Brésil. Donc, et Sao Paulo c'est très compliqué, c'est 20 millions d'habitants, il faut avoir une voiture, j'avais pas de connexion, j'avais un mode économie qui était des mecs d'économie, donc c'était une année pas évidente. Et puis finalement, au bout de cette année, je suis rentré en France après un long voyage de 3 mois. Je suis parti de Sao Paulo jusqu'à Cuba, donc j'ai fait 12 pays en 3 mois, essentiellement en bus. Et quand je rentre de Cuba en fin septembre 2010... Tu dois en prendre plein les yeux, là. Ouais, non, c'est un voyage assez extraordinaire. Parce qu'en plus, voilà, c'est vraiment la diversité de plein de paysages en Amérique latine, de plein de peuples. En plus, voilà, moi, je suis très attentif aux langues, aux mots, donc j'ai toujours très attention à la manière dont les gens parlent. Je trouve hyper intéressant. En même temps, c'était un peu un voyage un peu mélancolique parce que voilà, c'était un peu la fin aussi d'une période. Je voyais bien que j'allais devoir retourner vers quelque chose. Ouais. C'est un peu plus sérieux parce que je pense que j'avais aussi un dilemme personnel qui était, venant d'un milieu populaire, ayant le diplôme que j'ai, je pouvais pas non plus me permettre de mener une vie de bohème. En gros, il fallait rentrer pour mener une vie un peu plus... Pour rentabiliser l'investissement. Pour rentabiliser, pour aider les gens que je peux aider. Et puis pour moi, c'était aussi important. C'est très important. T'as hésité quand même ou pas? Ouais, j'ai hésité. Après, y a des événements familiaux qui ont fait que je suis rentré parce que... Parce qu'il fallait rentrer et que, quelque part, le coût d'opportunité, comme diraient les économistes, était trop grand. Ouais. Ok, c'est sympa parce qu'en fait, surtout à cette époque-là, le réal était haut. Donc en fait, je gagnais plutôt bien ma vie, on va dire relativement bien ma vie en donnant des cours de français. C'était pas une vie,
C'était pas comme donner des cours là à Paris, à Academia, quoi. Enfin, j'ai rien contre Academia, mais je veux dire, ça aurait pu être voilà. Non, mais en plus, c'est drôle parce que j'ai travaillé pour ce genre de boîte à Paris, donc je connais bien. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il fallait rentrer. C'est vrai que quand je rentre, je me rappelle très bien, quand je prends l'avion de la Lufthansa à la Havane, Francfort, j'arrive dans le lounge, l'espace lounge à Francfort, avec tous les gens en costard-cravate, avec leurs palmes. Bon, à l'époque, on était en 2010, c'était pas encore les... C'est pas les palmes pour faire de la plongée, hein, c'est les palmes... Ouais, c'est ça. C'était le début des iPhones, etc. Ouais. C'était encore... Et je me rappelle, ça me fait un peu rire parce que je me dis, je vois les gens sur leur spreadsheet Excel et je me dis, ouais, en fait, il va falloir y retourner, quoi. Il va falloir retourner au fond de la mine, mon gars. Ouais, bon, après, mais en tout cas, c'est vrai que sur le moment, ça n'a pas été un virage évident. Après, bon, le côté plus sympa, c'est que ma compagne m'a rejoint ensuite à Paris. Enfin, on a vu des petits soucis brésiliens revenus. Tu revenais, t'avais pas la tête vide. Ce que je veux dire, c'est que tu revenais riche d'expérience et avec plein de choses. Et puis surtout, je pense que t'as pas eu trop de mal pour retrouver un job derrière. En fait, ce qui était justement, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que tu me parlais du fait, tu sais, d'avoir un parcours un peu atypique et du coup l'angoisse que ça pouvait susciter chez des recruteurs. C'est vrai qu'en fait, en revenant de cette presque année et demie blanche, en tout cas du point de vue corporate, c'était pas forcément évident au départ parce que je savais pas forcément comment me positionner. Parce qu'en fait, moi, j'avais appris énormément de choses. J'ai appris une nouvelle langue, j'avais pratiqué des nouveaux métiers, je m'étais confronté à des situations qui étaient quand même pas évidentes. J'ai envie de dire, l'année et demie, quelque part, après le VIE à New York et à la Société Générale, a été quelque part presque plus riche d'enseignement qu'une année et demie à être dans un bureau. Mais c'était pas forcément un discours qui était facile à faire entendre quand vous avez en face des gens qui ont besoin de cocher des cases, qui ont besoin d'être rassurés sur des profils, etc. Par contre, ce qui m'a aidé, effectivement, c'est le côté international. C'est sûr que la carte Société Générale à New York a beaucoup aidé. Et c'est là, effectivement, où j'ai commencé à travailler dans le conseil. C'était fin 2010. C'est toujours axé digital. En fait, au départ, pas forcément. C'était plutôt axé justement dans les services financiers. Mais je me suis retrouvé un peu... en fait, c'était l'effet de la crise grecque. C'est-à-dire qu'il y avait plus de projets pour les banques. Donc, je suis resté... C'était une situation assez difficile parce que j'ai fait une première mission de 3 mois dans un premier cabinet. Et ensuite, j'ai changé de cabinet pour devenir senior. Et quand je suis arrivé dans le cabinet, en fait, pendant, je crois, 9 mois, je fais 9 mois d'interstaffing. D'accord. Et c'était me correspondait à la période d'essai. Donc, c'était une période qui est hyper stressante. Et c'était un truc, le conseil a fait que, la mentalité du conseil, c'est que quand vous êtes staffé, quand la mission se passe bien, quand le client est content, c'est... Tout roule. Vous sentez un peu comme une star et tout roule. Et puis, dès que vous êtes en interstaffing et dès que les choses vont un peu moins bien, c'est plus personne. Voilà, c'est plus compliqué. Exactement. Et du coup, c'est pendant ce moment-là, en fait, où j'ai shifté vraiment vers une practice digitale, mais qui correspondait plus finalement à l'ADN de ce qui m'intéressait, parce que j'étais arrivé dans la practice services financiers parce que j'étais dans les paiements de services à New York et qui souhaitait développer le cash management. Mais en vrai, c'était pas forcément le truc qui me passionnait plus que ça. Les recruteurs ont peu d'imagination, hein, Walid, c'est sûr. C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que tout ce côté lié à l'écriture, à tout ça, en fait, c'était des choses dont je parlais pas du tout, où je parlais simplement plutôt comme on parle de hobby, voilà, je joue de la guitare le dimanche, mais c'est juste ce qui était très difficile pour moi, c'est que les gens réalisaient pas que pour moi c'était une vraie deuxième carrière, et que j'ai consacré une énergie, un professionnalisme qui était du même ordre en fait. Et ça pendant longtemps, c'était assez frustrant. Donc là, tu continues d'écrire toujours. En fait, ce qui se passe, c'est que comme j'ai pas mal d'allers-retours à des grosses maisons d'édition suite au premier, mais qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une maison d'édition qui me fait réécrire le truc, et précisément le point sur lequel, en gros, pour faire court, elle me reproche le manque de structure du roman parce que c'est un roman choral et il y a beaucoup de personnages. Elle me demande de réécrire, et au bout d'un an, je renvoie le truc, et au début, ils le lisent pas, j'ai un nom quasi instantané, et puis finalement, comme partout, en fait, la direction avait changé. Et quand on me réécrit pour me dire non, on me dit la meilleure structure, le point fort du roman, c'est la structure. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'un an avant, c'était le seul truc qui clochait, ça. Et du coup, comme ça faisait déjà plusieurs allers-retours, en fait, j'avais écrit déjà 10 versions du roman. C'est un boulot monstre. Mais vraiment 10, hein. Voilà, c'est un boulot monstre. Ouais. C'est un boulot monstre. Et du coup, je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas une question c'est pas le texte, c'est une question de marché. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouvais en face de gens qui avaient, on parle du milieu de l'entreprise qui a peu d'imagination, mais le milieu de la culture, on a encore moins. C'est que pour dire les choses, on va dire de manière un peu caricaturale, mais quand vous êtes un romancier français d'origine maghrébine, en fait, on imagine que déjà, vous allez écrire des romans qui sont que de l'ordre du témoignage. Ouais. Deuxièmement, on va vous autoriser à écrire que sur des personnages qui s'appellent comme vous ou dont ils pensent qu'ils vous ressemblent. D'accord.
Du coup, comme moi, j'ai écrit un roman choral avec des personnages qui s'appellent aussi Mathieu, Céline, qui habitaient dans d'autres endroits et qui en fait, c'est parler aussi de réalités que moi je connaissais bien parce que comme moi je suis un transfuge de classe et que j'ai vécu dans plein de lieux différents. En fait, c'est des réalités que je connais. C'est pas en vrai, je parlais de la cité. Puis quand bien même, moins légitime. C'est le propre d'un romancier que d'imaginer. Bah oui, mais justement aujourd'hui, ça on pourra en parler longuement. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le droit à l'imagination dans le roman est de plus en plus réduit et qu'en fait, quand on voit même la réception médiatique des romanciers, en fait, ça depuis à peu près 20 ans, c'est qu'il y a une confusion entre le narrateur et l'auteur. Par exemple, quand on reçoit Christine Angot, Bec BD, Houellebecq, en fait, on cultive l'idée chez le spectateur, chez les spectateurs, que ce qu'ils racontent dans leur livre, c'est eux. Alors que c'est faux. Enfin, après, il y a des gens qui font de l'écriture de soi, etc. Mais Michel Houellebecq, c'est pas exactement le personnage de ses romans. Il y a comme un pas de côté par rapport à sa vie, etc. Mais il y a cette image médiatique-là. Et deuxièmement, effectivement, dans les maisons d'édition, il y a un truc purement marketing qui fait que ils ont un petit peu leur canon, voilà, le roman de la trentenaire, le roman de diversité, le roman ceci, le roman cela. C'est du marketing. Et du coup, au bout d'un moment, c'est du marketing en fait. C'est exactement du marketing, mais ce qui en tant que tel, moi, me choque pas parce que voilà, je fais une école de commerce. Mais ce que je trouve très hypocrite, parce que souvent ces gens-là ne vont pas admettre que c'est du marketing. Ouais. En fait, ils vont se cacher derrière des prétextes d'ordre technique, d'ordre etc. Alors qu'en fait, quand vous creusez, quand vous commencez vraiment à discuter, ce qui a été pour moi le cas de ces dernières années avec vraiment un peu les coulisses du décor, enfin les coulisses, en fait, vous vous rendez compte qu'on est dans une démarche complètement marketing parce qu'en gros, comment ça se passe pour un roman? Par exemple, mettons demain, voilà, on vous envoie un roman, il est signé chez un éditeur, vous faites le retravail de réécriture, il est publié, il va être publié au septembre prochain, la prochaine entrée littéraire. Ouais. Donc il y a un grand mess dans la maison d'édition et en fait, autour de la table, il y a les romanciers qui présentent leur roman et qui le pitchent. D'accord. Qui le pitchent auprès de qui? Auprès des commerciaux. Les commerciaux, eux, ils ont 10 romans qu'ils doivent vendre pour la prochaine rentrée. Donc eux, ils vont vendre ce roman à qui? Auprès de réseaux libraires, parce que c'est les libraires qui en fait font le succès ou pas d'un livre, plus les critiques littéraires, etc. Du coup, un commercial qui a 10 livres à vendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre les 3, 4, voire 5 qui comprend le mieux en fait, qui est le plus lui-même capable de raconter sans les avoir lus. Ouais. Mais ça se passe, enfin c'est physiquement, ça se passe physiquement comme ça, c'est-à-dire que oui, ça se passe physiquement comme ça. Les auteurs autour de la table, et les commerciaux qui écoutent et rouler petit bolide. Après pas dans là, je parle vraiment de grosses maisons d'édition. Ouais. Enfin, okay. Mais après dans des plus petites maisons d'édition. Les éditeurs sont parfois eux-mêmes en fait les commerciaux de leurs livres, ils ont un rapport plus direct avec les libraires et tout. Mais je vous encourage d'ailleurs à écouter, parce qu'on parlait de podcast, un podcast qui raconte ça, le podcast Primo. D'accord. Donc ça raconte justement 2 primo-romanciers qui sont publiés, je crois, chez Robert Laffont. Et il y a tout un moment, effectivement, ils doivent présenter leurs livres, etc. C'est très intéressant. Et je dis ça, c'est sans cynisme et sans désillusion, mais c'est juste que je trouve dommage qu'en fait, que surtout en France, qu'on a un rapport très particulier à la culture, qu'on n'admet pas que le livre est aussi un produit. C'est un produit qui doit être chéri, c'est un produit qui est rare et c'est un produit de la création humaine. Donc c'est même un produit de première nécessité depuis le 3e confinement. Maintenant, c'est un produit de première nécessité. Donc ça, c'est top. Mais il y a une forme d'hypocrisie là-dessus en disant, en vrai, il y a aussi des impératifs de marketing. Et bref, du coup, on est en 2010-2011 quand il y a ça qui se passe. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais pas continuer à réécrire le même texte. Une 11e fois? Ouais, en fait, j'ai quand même réécrit une 11e fois, je sais plus, je crois. Mais et après on peut se poser la question de dire mais pourquoi il s'acharne? Mais c'est parce qu'en fait je suis allé très très loin, je suis arrivé dans des comités éditoriaux très très loin, là où en fait vous avez 3% des gens qui arrivent parmi quand vous envoyez un manuscrit. En Gallimard, chaque année, ils reçoivent 6000 manuscrits, ils publient 10 nouveaux auteurs. Et en gros, moi, j'étais dans les 50, mais par exemple. Mais à la 11e version, t'en peux plus de ton truc. Tu le connais par cœur, à la virgule près. Enfin, tu peux le réciter quasiment. Non, comment tu peux comment tu peux te réinventer à la 11e version? En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme en fait c'était un roman choral avec 9 voix différentes à un moment, donc en fait c'était un peu comme un Rubik's Cube. Sur un Rubik's Cube, on peut passer sa vie entière. Donc c'est un peu la même chose. Donc c'est qu'en fait, comme il y avait beaucoup de fast forward et de flashback, il y avait à la fois des voix, et il y avait à la fois une chronologie d'avant-arrière un peu compliquée. Et du coup, ça donnait prétexte effectivement à beaucoup de variations. C'est pour ça que le roman s'est finalement appelé Fugue, parce qu'une fugue en musique, c'est une variation autour d'un même thème. Puis ça correspondait aussi aux personnages qui, entre guillemets, pour briser un petit peu justement les assignations, fugue, alors au sens métaphorique ou physique. Et puis en gros, ça correspond aussi, quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se redéfinir, de trouver un sens à sa propre existence, à ce qu'on a envie de faire, dans plein de domaines. Donc tu t'acharnes. Et en fait, voilà, je m'acharne. Et du coup, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'en 2012, on a un moment en fait où Internet
permet à des gens, voilà, à des musiciens, à des cinéastes. En gros, ce qu'on dit, c'est Internet, c'est le terrain du do-it-yourself. Oui. Et en fait, je me fais la réflexion en me disant, mais pourquoi pour le livre, on n'utilise pas ces outils-là? Du coup, je lance une campagne sur les réseaux sociaux, en fait, où je crée des avatars de mes personnages avec des pages Facebook. Et en fait, je fais des petites vidéos où je fais enregistrer par des amis, des bouts de texte que je mets en image avec de la musique et tout. On voit pas les têtes des personnages, c'est vraiment purement sur le texte et tout ça. Donc c'était un peu des podcasts, c'était un peu des fictions sonores avant l'heure. Voilà. Et donc j'orchestre ça sur les réseaux sociaux et je fais un teaser, je fais une bande-annonce de livre. C'est un truc qui n'existait pas en France. Et quand je sors le truc, c'était en octobre 2012. J'ai un ami qui bosse un peu dans l'RP et tout. Il envoie ça à tout son carnet d'adresses. Et je me retrouve à avoir un article dans le Monde des livres. Génial. Parce qu'en fait, il se plante. Il se plante parce qu'en fait, ils lisent un peu vite le communiqué de presse. Ouais. Et dans le communiqué de presse, je citais quelqu'un de Robert Laffont, à qui j'avais envoyé le projet avant, et qui dit oui, c'est innovateur, blablabla. Et en fait, la journaliste, non, en fait, c'est que la journaliste en question lit un peu vite et pense que c'est un livre qui est édité chez Robert Laffont et que c'est une campagne qui est lancée par Robert Laffont. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est que la colonne, en fait, dans le Monde des livres est un peu aigre-douce parce qu'en gros, c'est oui, le marketing éditorial, je cherche de nouveaux moyens. Et en fait, c'est un peu condescendant, quoi. Et dit oui, alors le book trailer, c'est un genre qui n'existe pas en France, mis à part Robert Laffont qui a sorti ça. Bah non, en fait, c'est pas Robert Laffont. Et du coup, bah ça fait un petit buzz, et je rencontre un éditeur en ligne. Et là, Robert Laffont t'appelle ou pas du tout? Non. Il est espacé. Non, et puis je pense qu'ils sont un petit peu, ils sont légèrement agacés, mais bon, après, on me le fait pas non plus sans trop sentir, et puis maintenant, il y a quelqu'un là-bas qui est devenu mon ami, donc, bon, en tout cas, ça change pas leur avis sur la question, mais voilà. Mais du coup, je rencontre grâce à ça un petit éditeur en ligne, et un an plus tard, sort le roman en numérique. Eux, ils ont les droits pour le sortir en papier, mais ils sont à cette époque-là pas encore dispo ils sont pas encore distribués dans un réseau physique. Du coup, je garde les droits pour le papier et finalement, le livre ne sortira qu'en numérique parce que j'avais pas envie qu'il sorte en papier juste pour être commandable sur Internet, parce que une vraie sortie d'un roman, c'est dans les librairies, quoi. Parce que si vous n'êtes pas dans les librairies, les critiques littéraires, en gros, tout ce qui permet à un livre d'exister n'est pas, les libraires parlent pas de vous, etc. Donc, en fait, le livre n'existe pas. D'accord. Et donc voilà, cette expérience autour du premier roman, en tout cas, se conclut là-dessus, et puis ensuite je commence à écrire un autre roman plus tard que je suis en train d'essayer de faire éditer en ce moment. Il y a un petit côté masochiste quand même, hein. Non, un côté persévérant. Ouais, c'est pas faux. Et donc, et là, tu continues à faire du conseil, tu passes chez Air Liquide. Oui, c'est ça. Alors Air Liquide, ça a été plus tard. Non, en fait, je continue à travailler dans le conseil, et en fait, il y a un moment, je suis manager dans un cabinet, puis après j'ai des événements personnels qui m'obligent à arrêter. Puis ensuite je reprends en tant qu'indépendant, je travaille effectivement avec Air Liquide, et ensuite je rentre effectivement en interne chez Air Liquide à la direction de la transformation digitale. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que chez Air Liquide, justement, c'est une des premières fois où j'arrive vraiment à joindre un peu mes différentes casquettes, puisque c'est un groupe qui est très international, donc je suis sur des projets où je parle avec des gens de tous les continents. Même bon, aussi sur mes projets, de toute façon, en tant que consultant, j'ai toujours travaillé sur des projets très internationaux. Je fais un peu globetrotter pour Air Liquide, puisqu'en fait, on fait beaucoup d'acculturation sur de nouvelles méthodes de travail. Je monte un média en interne, un peu d'acculturation digitale justement autour des thèmes de nouvelles manières de travailler. D'accord. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et effectivement, tout ce côté de storyteller, c'est aussi quelque chose que je m'approprie en interne. Justement, dans ce cadre-là, je parlais du média d'acculturation, et que même d'ailleurs, j'intègre dans un des modules qu'on fait quand on enseigne les méthodes de design thinking. C'est un truc que je rajoute par-dessus, pour pas juste faire du pitch bête et méchant, je remonte un peu la sauce en expliquant comment l'histoire, en fait, comment le fait de raconter des histoires fonde notre humanité, en fait. Parce qu'en vrai, quand on enseigne à des gens, en fait, quelque chose, on enseigne quelque chose à des enfants, par exemple, première chose qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires. Quiconque a eu un tant soit peu d'éducation religieuse, c'est quoi la religion? C'est juste que des histoires. C'est que des histoires. Comme je dis toujours, quand on parle de mais comment est-ce qu'on fait pour écrire de nouvelles histoires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de vain à écrire après Albert Camus et Stendhal, etc. Et j'ai fait oui, mais en vrai, toutes les histoires étaient déjà écrites dans la Bible, hein. Donc il y a un moment, toutes les histoires ont déjà été racontées. Ce qui change, c'est le traitement. Ce qui change, c'est la voix de celui qui la raconte, sa sensibilité. Mais toutes les histoires sont déjà dans les livres des grandes religions, on va dire. Il y a un truc aussi, alors c'est à ce moment-là, et d'ailleurs ça continue, c'est que
tu veux être aussi ou en tout cas on te donne l'opportunité d'être dans la transmission. Donc tu deviens prof. Oui, c'est ça. En fait, moi j'ai toujours beaucoup aimé en fait ce rôle de la transmission parce que je pense que déjà dans ma famille, j'étais dans une configuration familiale assez particulière. J'étais l'aîné. Je me suis beaucoup occupé de mon frère avec qui j'ai une grande différence d'âge. Puis même parmi mes amis, j'ai toujours eu un peu ce rôle de personne auprès de qui on vient prendre conseil. Et du coup, c'est vrai que par exemple, une des expériences une des plus fortes que j'ai eues, c'était quand j'ai créé cette association de coaching et de mentorat scolaire en 2004 auprès de lycéens et que on intervenait dans les classes, le week-end on les recevait pour un peu les coacher et tout. C'était super fort. Et même en vrai, écrire, pour moi quand je raconte des histoires, ce que je fais c'est que je transmets une vision du monde en fait. Ce qui m'intéresse. Aujourd'hui on a une époque par exemple on est obligé en tant qu'auteur d'être en avant si on veut que son livre existe. Mais en vrai moi tout au début, mon rêve c'est vraiment de disparaître derrière mes livres en fait. S'il y a une scène en fait dans le livre Les mots de Jean-Paul Sartre que j'adore, c'est une scène en fait où il commente le fait qu'il a l'impression que d'être connu mais d'être méconnu, c'est-à-dire que les gens en fait comprennent pas vraiment ce qu'il pense, ce qu'il dit, qui il est, et donc il se dit en fait je rêverais que finalement tout ça n'ait jamais eu lieu, d'avoir jamais été connu, et qu'un jour quelqu'un découvre dans un grenier l'ensemble de mes manuscrits et qu'il les publie, et qu'ensuite il y a un grand succès et moi je suis dans un café, je suis vieux et moche et il y a une jeune femme qui lit le livre que j'ai écrit. Et moi, en fait, en voyant ça, je lui souris. Elle, en fait, elle exprime un peu de dégoût en me voyant lui sourire, etc. Et comprend, en n'imaginant pas que le livre qu'elle est en train d'apprécier, c'est celui que j'ai pu écrire. Bon, là, évidemment, c'est très extrême. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui me plaisait, c'était plus cette idée d'influer sur la manière dont les lecteurs voient le monde. Parce que pour moi, en fait, la littérature, c'est une école de l'empathie. Et qu'en fait, moi, ça a changé ma vision du monde sur plein de choses. Et ça m'a fait voyager à une époque où j'allais nulle part. Parce que j'en avais pas les moyens. Et ça m'a aussi, à des moments de ma vie où peut-être j'étais dans des milieux plus refermés, ça a ouvert des fenêtres en me disant en fait la réalité n'est peut-être pas exactement comme tu l'imagines, et les histoires m'ont aidé pour ça. Du coup, c'est vrai que le fait d'enseigner, de donner des cours, pour moi ça se crée dans cette continuité-là parce que j'aime la transmission, j'aime l'énergie de la jeunesse, et c'est toujours quelque chose que je trouve hyper gratifiant. Ouais, puis tu t'es pas dans les moins bonnes des écoles, hein. Tu t'enseignes à l'IESEG, le digital marketing, ça pèse, hein. Ouais, non, c'est l'IESEG, effectivement ça a commencé cette année, mais à Paris-Saclay c'est depuis 2013. Je suis intervenu aussi dans d'autres formations. Après, j'étais intervenu par exemple aussi pour la formation Les Déterminés, qui est une formation pour les entrepreneurs des quartiers, qui est menée par Moussa Camara. Maintenant, c'est cool parce que son truc, il a vraiment pris de l'ampleur. Ouais. Il a eu les Légions d'honneur là cette année et tout. C'est un ami. Et en tout cas, pareil, Passeport Avenir, qui est devenu article 1, qui était un peu ce que je faisais quand j'étais étudiant, je suis intervenu. Tous ces trucs-là, effectivement, c'est à chaque fois, c'est des super contextes, mais moi, je suis toujours rassuré, en fait, par l'énergie, par la vivacité des jeunes. Alors, ça paraît comme ça, très cliché de dire ça. On est dans une époque, en fait, où les choses sont assez anxiogènes, etc. Et on a toujours tendance, surtout en France, on a un pays où on aime bien se dire que tout était toujours mieux avant. Et en fait, quand je rencontre des jeunes gens dans le cadre des cours que je donne, des différents événements, interventions, en fait, je les trouve formidables, et je trouve au contraire, je les trouve hyper intelligents, très ouverts sur le monde, capables de maîtriser plein d'outils hyper différents, plein de logiques différentes, qui ont beaucoup moins peur de s'engager que nous. Je pense que nous, on avait aussi, par exemple, aujourd'hui, on peut reprocher parfois à certaines personnes d'être trop politisées, mais je pense qu'à contrario, nous, en fait, on nous avait tellement expliqué que la solution, c'était une sorte de sauf-keeper individualiste en disant, tu fais les meilleures écoles, les meilleurs boulots, tu payes tes impôts et tu essaies d'être gentil et puis tout ira bien et ça suffit quelque part. Ouais. Ton rôle dans la société se limite à ça. Et en fait, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand on est face à des enjeux sociétaux, des enjeux écologiques, en fait, on peut pas juste dire, en fait, business as usual, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, et quelle que soit leur place dans le spectre politique, c'est de tous les côtés, je pense qu'il y a cette conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Et du coup, ça se traduit aussi dans le discours aujourd'hui des entreprises, des marques. Et ça, pour le coup, je trouve ça très, très positif. Et à un moment, il y a un shift qui va se faire parce que tu décides que finalement, tu veux monter ta boîte. Tu as ton projet. En fait, ce qui se passe, oui, c'est que quand je suis chez Air Liquide, c'est un boulot qui me plaît, les choses se passent bien, etc. Mais à un moment donné, il y a une histoire en fait de promotion qui est discutée, que finalement j'obtiens pas.
Bon, pour des raisons qui s'entendent à ce moment-là, hein, c'est pas une critique sur le sujet en tant que tel, mais voilà, j'étais dans une position où je voyais pas forcément de perspective là comme ça sur le très court terme qui m'intéressait, et je sentais que j'étais à un moment de ma vie où j'ai besoin de repartir un peu à l'étranger et réfléchir à un projet plus personnel, et du coup voilà, là je repars effectivement en Amérique latine, je vis quelques mois en Argentine puis au Brésil. D'accord. Donc ça c'était entre fin 2018 et tu reviens sur les lieux du crime. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Et après, voilà, c'est plus il y a des circonstances personnelles pas forcément très très heureuses, mais en tout cas, voilà, j'ai besoin de retourner là-bas. Et en fait, pendant que je suis là-bas, je vois un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que je m'aperçois qu'il y a une forme de mondialisation, en tout cas, des centres d'intérêt et des grandes questions de société. C'est-à-dire que, bon, autant l'utopie, on va dire, de l'auberge espagnole, et moi, je suis vraiment un enfant de ça, puisque moi, j'ai 20 ans quand l'auberge espagnole sort au cinéma, on est vraiment une des premières générations à aller massivement en Erasmus et tout ça. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, je garde des amis de cette époque-là à qui j'ai été rendre visite dans plein de pays en Europe essentiellement, et ça fait partie de mon ADN. Donc on va dire que avec le Brexit, l'élection de Trump, tous ces trucs-là, en fait, il y a un peu cet idéal qui s'est effondré, parce qu'on a bien vu qu'on était à un moment plutôt de repli sur rétrécissement, soi. de repli sur soi, de rétrécissement, les populismes en Europe. Et en même temps, c'était pas suffisant de dire ouais, la mondialisation, ça n'a pas marché, c'est fini, etc. Parce qu'en vrai, il y a une sorte de post-mondialisation autour de grandes questions de société, autour de grands centres d'intérêt. Et par exemple, voilà, quand on parle de sujets comme l'identité, le féminisme, l'écologie, le travail, en fait, c'est des sujets qui sont commentés partout. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y a une forme d'horizontalité, c'est-à-dire que parfois, c'est plus facile de parler avec quelqu'un qui habite à Sao Paulo, à Mexico ou à Shanghai, de la même tranche d'âge que soi et qui a fait un peu le même type d'études, que de parler à un citoyen ou une citoyenne de son propre pays, mais qui vit dans un autre milieu social ou une neutralité socio-économique. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même assez fascinant, en fait, que les distances géographiques, culturelles et du coup, j'aurais envie de dire émotionnelles, en fait, ont été complètement bouleversées, quoi. Et du coup, je me dis, ça serait hyper intéressant, parce que moi, ça m'arrivait souvent, en fait, de lire la presse au Brésil et de me dire, tiens, quand j'ai lu la presse en France qui parle du Brésil, en me disant, bah, c'est pas faux ce qui est écrit, mais en fait, il rate un peu quelque chose dans la sensibilité, dans la manière de raconter le truc. Et du coup, je me dis, ça serait sympa d'avoir une plateforme où des auteurs du monde entier pourraient un peu traiter des mêmes sujets, mais à travers leur lucarne. Et en parallèle à ça, un autre constat, c'est, moi, en tant que romancier, je vois bien que mes amis, les gens que je connais, lisent de moins en moins de longs livres. Ouais. Je me dis, alors qu'en fait, ils consomment en même temps de plus en plus d'histoires, avec les Netflix, etc. Du coup, je me dis, bon, le digital peut quand même avoir un rôle là-dedans. Et le troisième constat, c'est que je vois aussi que dans cette mondialisation, en fait, des questions, il y a aussi une mondialisation de la consommation culturelle. Par exemple, quand je suis au Brésil, j'ai un truc que je trouve fascinant, c'est que le film Banlieusard de Kerry James, qui était un film qui, à 15 ans, n'aurait même pas réussi à financer en France parce qu'on aurait dit que c'est un truc trop de niche, etc., etc. Et que même, d'ailleurs, je crois qu'il a eu du mal à financer. Finalement, c'est Netflix qui a acheté les droits. Il cartonne dans le monde entier. Et je me dis, c'est quand même très étrange, en fait. Ce phénomène où tout d'un coup, un truc qui pouvait paraître de niche dans un pays, tout d'un coup, va intéresser plein de gens mondialement. Et c'est là, en fait, que je réalise que, en vrai, là où avant, par exemple, la production culturelle s'évertuait à avoir des choses le plus consensuelles possible pour, en gros, être capable de plaire, on va dire, aux spectateurs moyens à la télévision. Aujourd'hui, on a besoin, en gros, de productions qui sont beaucoup plus, on va dire, ciblées et qui parlent de sujets beaucoup plus spécifiques. Et du coup, je me dis, il y a aussi peut-être un coup à jouer là-dessus en essayant de raconter ces différentes sociétés, ces différentes questions de société, mais à travers l'intime et à travers des points de vue un peu originaux. Alors, juste citation du film. Je ne suis pas spectateur de ma vie. Non, j'en suis le sujet. Exactement. Parce que c'est vrai que... On a des lettres ou on n'en a pas. Moi, je te dis... C'est bien. Bien joué. Et c'est ça, en fait. C'est vrai que, en tout cas, pour avoir vécu longtemps en banlieue, enfin, en tout cas, vécu mon adolescence en banlieue, c'est vrai qu'il y a toujours... Ça a changé pas mal maintenant, mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette sensation d'avoir sa vie racontée par d'autres. Et c'est très drôle parce que récemment, j'ai un ami qui a grandi qui a grandi dans une petite ville à côté de Lyon, pas du tout issu de banlieue ou quoi que ce soit. Et on parlait à un moment donné de l'adolescence et de tout ça. Et il me disait, moi, quand j'étais adolescent, la banlieue était un truc qui m'intéressait beaucoup parce que les seuls jeunes dont on parlait, c'était les jeunes de banlieue. Et c'est vrai que la figure du jeune, en fait, c'était la figure du jeune de banlieue. Je sais pas si vous vous rappelez, au Guignol de l'info, il y avait deux mecs qu'on voyait souvent, enfin, ces caricatures. Et c'est drôle parce que moi-même, à l'époque, je me sentais plutôt agressé par ces représentations-là. Et ça a participé à l'envie de créer, de raconter des histoires, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le truc, c'est un peu retourné dans le sens où finalement, les gens sont à la recherche d'expériences et de visions, pour le coup moins mainstream et avec des angles, en fait. Et donc, tu crées friction. Voilà, au début, je crée friction en me disant, on va plutôt faire
on va plutôt se concentrer sur de la fiction, avec l'idée de faire ça sous forme de série, avec en fait des épisodes et faire des sortes de mini-séries plutôt littéraires, et aussi des podcasts. Donc mon idée, c'est plutôt de faire de la fiction sonore, parce qu'aux États-Unis, je vois que ça commence pas mal, et que derrière, ça sert notamment de locomotive pour des productions audiovisuelles. Par exemple, Homecoming, c'est un podcast qui est une série, je crois, sur HBO. La colonne du New York Times, qui s'appelle Modern Love, qui est une colonne en fait d'histoire d'amour, de récits, est devenue ensuite un podcast, puis une série sur Amazon Prime. Et je me dis, en vrai, ça peut aussi devenir une sorte de réservoir de projets de création. Voilà, réservoir d'histoire, exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis en train de réfléchir à ça, à ce projet, me dire comment je le fais, je candidate en fait à un incubateur de start-up à Paris, et ça tombe à ce moment-là où mon frère, lui, est en train de terminer sa période de contrat chez BFM Paris, et lui, journaliste. Il est aussi passionné d'histoire, mais plutôt des histoires, sur des faits. Et du coup, je dis, on n'a qu'à mixer les deux, en fait. C'est-à-dire raconter des histoires qui s'inscrivent dans le réel, donc c'est la littérature du réel, donc et de l'autre côté avoir des vrais reportages, des vraies chroniques, enfin des belles pièces journalistiques avec du long forme, avec des choses où on laisse du temps pour écrire aux journalistes, mais qui s'inspirent des codes de la fiction, dans le côté de raconter des histoires, d'essayer des choses haletantes, des choses intéressantes, et on se dit on va essayer de publier ça sous forme de série. Et je rentre en France pour le programme d'incubation, et là 2 semaines après mon retour, confinement. Ouais, le mec qui a du nez, enfin comme tous les entrepreneurs qui se sont lancés, etc. L'épisode juste avant toi, tu vois, c'est un gars qui lance une marque de sportswear, etc. Ok, so what? C'est ça. So what? Et du coup, en fait, très paradoxalement, c'est-à-dire que moi, il y a un moment, justement, pour lancer la boîte, j'avais décroché une mission de conseil. En gros, l'idée, c'était l'effet des vases communicants. C'est une mission de conseil qui permet de faire entrer un peu d'argent pour pouvoir financer le lancement, le site. D'ailleurs, Hakim, que tu as reçu dans des épisodes précédents, c'est lui qui m'a aidé à créer la première version du site. Donc, je le salue d'ailleurs. Bravo à lui, puisque... Hakim Berkani. Voilà, Hakim Berkani. On te remercie. Voilà, donc l'agile, c'est pas que la théorie, il a aussi appliqué on a créé ce projet et tout. Il a mis les mains dans le cambouis. Exactement, donc c'est vrai qu'on l'avait créé, effectivement, c'était en fin 2019, une première version du site, etc. Et du coup, confinement, et là, je suis chez moi pendant 2 mois et demi à Paris, je suis très sérieux, je respecte le confinement, je vois personne, mais du coup, je me dis, en fait, là, on tient notre sujet pour le lancement, puisque je voulais un sujet de société qui concerne le monde entier. Ouais, t'es dedans. Il est là. Du coup, en fait, j'ai épluché mon carnet d'adresses, j'ai demandé à plein d'amis, etc., des auteurs, des journalistes, des gens qui avaient jamais écrit mais qui avaient du talent, et on a réussi à sortir 6 séries pour le lancement en juin, donc une 30aine d'épisodes, tout était en français et en anglais. À chaque fois bilingue. Textes. Voilà, donc on travaille dans l'équipe en fait à chaque fois avec des traductrices et des traducteurs, pas mal de stagiaires, je mens pas, mais aussi des freelances, etc. Mais on les paye. D'accord, ok. Voilà, on paye tout le monde. C'est bien. Et du coup, c'est vrai qu'on sort en fait début juin. Et ce qui est drôle, c'est que quand on sort en fait les premières séries, donc en fait notre idée au début, ça devait être comme une sorte de numéro, comme une revue quoi. Donc on va appeler ça Corona Times. Et en fait, on était très pressé de sortir ces séries parce qu'on avait peur qu'en fait le sujet ne soit plus d'actualité au mois de septembre. Encore un mec qui a du nez. Effectivement. Mais du coup, finalement, le sujet a duré. Ce qui a été chouette, c'est qu'on a, par exemple, pour une de nos séries, qui s'appelle Épidémique, qui est en fait une fiction écrite par un romancier qui s'appelle Mark Shepson et qui est aussi directeur d'une revue qui s'appelle d'ailleurs Edici, une revue papier en ligne. Pour cette série-là, en fait, on a été finaliste du Paris Podcast Festival, donc dans la catégorie fiction. Oui. Alors que c'est un comédien qui a enregistré ça chez lui en province pendant le confinement, que derrière on a fait l'habillage sonore à moitié en interne et puis avec une ingénieure du son, et qu'en face on s'est retrouvé en finale avec des gens qui avaient mis beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça, avec Arte Radio en face, Spotify, etc. C'était très marrant, on s'est retrouvé à la Gaieté Lyrique. Bon, on n'a pas gagné, mais c'était marrant pour un truc commencé. Ça te donne de la visibilité quand même. Ça t'a donné de la visibilité, des écoutes et. Exactement. Donc ça, c'était chouette. Et puis du coup, pareil, en fait, le podcast, c'était pas forcément le centre du projet tout au départ. Moi, je voyais plutôt comme quelque chose pour accompagner les textes ou un prolongement dans l'expérience des textes. Et en fait, aujourd'hui, plus ça avance, et plus c'est un truc qui est beaucoup demandé, et notamment un de nos gros succès d'audience, c'est un podcast qui parlera aux gens qui sont passés par des écoles de commerce notamment sur tout le questionnement autour des bullshit jobs et tout ce rapport au travail qu'ont les jeunes en sortant d'école. Alors, pas que les jeunes, mais c'est vrai que quand on a 23, 24 ans et qu'on a son premier expérience professionnelle et qu'on se retrouve dans un grand cabinet de conseil ou dans une très grosse boîte un peu livrée à soi-même et qu'on comprend pas comment tout fonctionne, pour avoir une réaction assez violente. Et c'est vrai que le podcast où Paul raconte sur 2 épisodes
épisodes et se passer 2 ans, ça a cartonné, quoi. Ça s'appelle comment? Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Bullshit Jobs. Alors attends, je te retrouve exactement, mais je mettrai le lien parce que celui-là il m'intéresse. Oui, en tout cas, on a une série sur le travail qui s'appelle L'insoutenable légèreté du labeur. Et en tout cas, voilà, petite référence à Mylène Kundera et aussi. Et du coup, là-dessus, c'est vrai qu'on a eu parmi les papiers et les podcasts qui ont mieux fonctionné. On a effectivement le podcast de Paul sur les Bullshit Jobs. On a aussi. Tu veux communiquer sur les audiences ou pas? Oui, non, je peux communiquer. Après, c'est pas des audiences. Enfin, c'est des audiences. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000, on va dire 10 000 visites uniques par mois. Sur les podcasts, on a certains qui ont eu plusieurs milliers d'écoutes. Après, honnêtement, c'est purement de l'organique parce que pour l'instant, on n'a pas encore investi dans des gros budgets marketing. Mais c'est un peu notre prochain défi, c'est ça en fait. D'ailleurs, si parmi les auditeurs et auditrices, on a un super gros hacker qui a envie de nous rejoindre et qui est passionné par l'idée, en tout cas, il peut me contacter parce qu'il y a du boulot. Et en plus, il paye, Walid. Et en plus, on paye. Et en plus, ce qui est super cool, c'est qu'en fait, on a été reconnu il y a 2-3 semaines officiellement comme un média en ligne par la CPPAP. Alors, vas-y, raconte-moi. Donc, CPPAP, en fait, c'est le comité de paritaire qui reconnaît les publications de presse. Et donc, on est officiellement un média en ligne, ce qui nous permet. Tu es un organe de presse. Voilà, c'est ça. Et ce qui est drôle, parce que j'ai oublié de dire, parce que certes, j'ai fait médecine. Enfin, j'ai essayé, j'ai raté. J'ai fait un IUT informatique au début un peu par dépit parce que j'avais peur de finir ma vie à travailler dans des call centers. Parce qu'en vrai, c'était ça quand même l'histoire. C'est que moi, j'ai travaillé 3 étés dans un service de recouvrement pour une carte de crédit revolving. Voilà. Donc tous ces boulots-là, en fait, ça fait peur. En fait, on se dit, on va finir là-dedans. J'ai passé le concours d'école de commerce parce que je me dis, ça ouvre des perspectives et aussi c'est parce que c'était un peu aussi pour combler, une faille narcissique d'avoir raté médecine, quoi. Faut pas se mentir, grande école. Et sache que après, quand je suis revenu de New York, j'avais passé les concours pour les écoles de journalisme. Et j'étais à l'oral du CELSA, l'école de journalisme du CELSA, et il m'avait renvoyé justement à la gueule le fait que je sortais comment on appelle ça, d'une formation où j'avais étudié le marketing. Il disait mais vous allez nous parler Madame Michu, ce que je trouvais assez ridicule parce que c'était encore ce truc de mettre des gens dans des cases. Donc ça y est, t'as étudié 3 ans un truc, donc ça y est, toute ta vie tu ne peux faire que ça. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop la logique. Mais bon, chaque métier a ses corporatismes, c'est normal. Donc pour moi, c'est assez drôle. C'est revanche sur la vie là. Je dirais pas revanche sur la vie, mais c'est que finalement toutes les expériences servent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes expériences par exemple mon expérience en tant que dirigeant d'un média, en vrai, elle est rendue possible parce que j'ai eu 10 ans d'expérience dans le conseil, que je travaille pour des grands groupes, je sais comment parler à des clients, je sais quelle posture adopter, je sais comment organiser des process, gérer une équipe. Évidemment, l'aspect éditorial, il est très important et ça c'est ma casquette d'auteur qui m'aide et aussi surtout beaucoup. Du coup, mon frère est associé qui lui est le rédacteur en chef et qui est journaliste de formation, donc on fait une bonne équipe là-dessus. Mais en vrai, avoir eu cette forme de condescendance parce que je sortais d'une école de commerce et que j'aurais voulu faire du journalisme, en fait c'est complètement stupide parce qu'aujourd'hui tous les nouveaux médias qui marchent souvent sont des binômes comme ça, sont des binômes à la fois médias et plutôt un profil plutôt de gestionnaire, business en tout cas. Et aujourd'hui la majeure partie des médias se financent grâce à des activités de production de contenu. C'était une de mes questions, c'est quoi le business model derrière, parce que les podcasts c'est bien, mais ils sont en accès libre sur toutes les plateformes. Magellan mis à part, peut-être. Mais non, mais c'est une question de modèle derrière. Moi, aujourd'hui, c'est le comment dire. Aujourd'hui, c'est un peu la grande clé de voûte des futurs développements, c'est qu'aujourd'hui, on a un modèle, on travaille avec quelques clients, on fait à la fois du conseil éditorial, du conseil digital et de la production de contenu. Et sur la production de contenu, notre objectif, c'est à la fois de travailler avec des entreprises et des institutions. Par exemple, on est en train de réaliser un podcast, un beau programme sur des parcours d'entrepreneurs et on est en train de réaliser ce podcast, mais plutôt du coup en marque blanche, c'est-à-dire que nous on n'apparaît pas. Ouais, d'accord. Du coup on fait ça on a divers clients, par exemple aussi dans des institutions plutôt universitaires pour retracer des parcours d'étudiants. En gros, plein de podcasts autour du témoignage. On a aussi notre propre émission en fait qu'on va lancer de Flux, qui s'appelle La Fabrique, une émission où on va en fait recevoir des auteurs et des autrices au sens large, c'est-à-dire à la fois des écrivains, des réalisateurs, des scénaristes qui vont nous raconter leur rapport à l'écriture. Donc ça va nous servir aussi un peu de prof de concept sur la même chose. Par exemple, il y a un client auquel on travaille qui est intéressé par l'idée de faire un podcast sur le futur du travail et par exemple les aider à concevoir la ligne éditoriale, à réfléchir au type d'invités qu'ils peuvent avoir pour se positionner en tant que leader d'opinion sur ces sujets-là. Après, ça, c'est un peu le modèle vraiment corporate pour les institutions, les entreprises. Après, sur l'autre côté... Ça permet de faire les trucs à côté. Voilà, c'est ça, exactement. Après,
Après, en cible, en vrai, les deux vrais trucs, enfin, pour moi, qui serait vraiment le top, ça serait de faire un peu comme ce qu'a fait Louis Média avec Slate, c'est-à-dire, donc Louis Média, c'est un podcast, c'est un studio de podcast, c'est un super studio de podcast narratif. Et un de leurs premiers podcasts, ça a été Transfert pour Slate, ce qui leur a permis derrière, de se lancer, de faire des partenariats avec d'autres médias, d'avoir plein de clients. Et du coup, moi, je sais pas, je rêverais par exemple de faire un super podcast de portrait de qu'est-ce que c'est être jeune en 2021 et de faire ça en partenariat avec France 24 et qu'on aille recueillir des témoignages dans le monde entier avec des auteurs, des autrices et des journalistes que nous on aurait un peu repérés en local. Donc c'est un peu le genre de partenariat que j'imagine. Et après, la vraie cerise sur le gâteau, genre dans quelques années, ou peut-être pas dans quelques années, mais en tout cas à un moment donné, ça serait de se retrouver plutôt en mode réservoir d'histoires et d'auteurs et d'arriver par exemple à vendre un peu des histoires qui auraient été produites, qui auraient été publiées sur Friction et qui deviennent des fictions audiovisuelles ou des docus audiovisuels par exemple pour des plateformes comme Netflix. Et c'est pas si impossible que ça parce que par exemple un de nos auteurs qui a publié un super texte où c'est plutôt un témoignage où il parle du fait d'être français d'origine asiatique et aussi gay et il raconte en fait son périple à travers sa propre interrogation identitaire et aussi le fait qu'il habite dans différentes régions du monde et ce que ça évoque, etc. Grâce à ce texte-là qui a super bien marché, ça lui a permis de décrocher un contrat d'édition sur le même sujet mais pour un livre, pour un essai. Donc on peut imaginer un peu le même destin, j'espère, pour d'autres autrices et auteurs. Tu peux être aussi une plateforme tremplin, effectivement. Exactement. Nous, ce qu'on veut, parce qu'aussi c'est ma propre frustration d'auteur en fait. C'est-à-dire que je vois en fait que c'est tellement difficile en fait de percer un peu ces carcans, culturels, une sorte d'entre-soi finalement très centré sur Paris, etc. Et que je trouve dommage parce qu'en fait je pense qu'il y a tellement d'histoires à raconter, il y a une idée imaginaire en France et à l'étranger et à l'international qui est tellement riche et qu'au final Internet, le digital peut donner l'espace en fait pour créer en fait cette sas de découverte qu'on n'avait pas forcément auparavant. Encore une fois, c'est pas une critique pour critiquer le monde éditorial. Je pense que c'est la chaîne du livre, c'est une très belle chaîne du livre qu'on a en France. Les libraires font un super boulot. Les éditeurs et éditrices sont des gens qui sont passionnés. C'est juste, c'est comme dans plein de milieux. À force de passer des filtres, à la fin, on se retrouve toujours avec le même profil de personnes. Si dans les 12 millions d'auditeurs de la colle, il y a donc des directeurs marketing ou des directeurs de boîte ou des entrepreneurs qui se disent « Moi, j'aimerais prendre la parole sur le mode podcast sur tel ou tel sujet. » Donc ça, c'est des sujets que toi, tu peux prendre, que ta boîte, que Friction peut prendre avec, en mettant toutes vos capacités éditoriales et de production derrière au service d'eux. Exactement. L'idée, par exemple, dans quelque chose comme ça, c'est que nous, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est que quand on va travailler avec une entreprise, c'est d'apporter la patte Friction, c'est-à-dire d'avoir un peu ce côté vision de la société. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup accompagner des entreprises qui ont envie de se poser la question sur le rôle du travail et la manière d'en parler avec les nouvelles générations. Bon, nous, chez Friction, on a deux alternants qui font un travail top. Sans eux, on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait. D'ailleurs, je salue Maëlys et Quentin. Et en même temps, je vois bien que leur rapport au travail, leur vision des choses dans la société, elle est générationnelle. Et je pense que plutôt que d'avoir en fait une opposition un peu de principe en se disant les jeunes n'ont pas envie de travailler, ou au contraire d'avoir des clichés sur ils savent tout faire. Comment une entreprise en fait peut s'interroger sur ces questions-là? Comment est-ce qu'elle peut mettre en son propre dialogue en interne, mais aussi par rapport à l'externe sur ces sujets-là? Et donc, par exemple, sur un sujet comme ça, je verrais bien réaliser un podcast de parcours qui raconte des parcours inspirants de jeunes gens qui viennent d'intégrer la vie professionnelle et qui travailleraient dans un groupe dans un groupe, quoi. Faudrait aller chercher chez Accenture. Je suis sûr qu'un truc comme ça pourrait les brancher. En tout S'il cas, y a des gens d'Accenture qui nous écoutent, moi, je pense à vous. Voilà, je trouve que ça fait du sens par rapport à qui vous êtes et à ce que vous avez envie d'être. Exactement. En fait, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on me parle du métier du conseil. J'y pensais aujourd'hui, en fait, parce que je me disais, le métier du conseil, c'est le métier par essence qu'on critique, on dit c'est bullshit job, c'est vide, c'est des slides, etc. Mais en vrai, le nombre de projets qui pourraient pas exister aujourd'hui en France, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que, par exemple, quand ils allument leur portable, qu'ils vont sur l'application de banque en ligne ou n'importe quoi, derrière, c'est des gens, c'est des chefs de projet,
projet, c'est des gens qui travaillent, qui sont à fond dans leur boulot, etc., qui se donnent, et c'est très souvent des consultants. Donc, il y a un moment, tirer, comment dire, d'un trait de plume l'intérêt d'un travail en disant ouais, mais c'est des slides, ouais, c'est de l'Excel, c'est du bullshit. Ok, mais en fait, comme dans toute profession, il y a du bon et du moins bon, et c'est vrai qu'en tout cas dans les métiers du conseil, notamment chez les juniors, on voit quand même des gens qui se donnent à fond, des gens qui sont passionnés par leur travail, qui ont envie d'apprendre, et je trouve que derrière, parfois, l'image que ça en a dans la société est parfois un peu injuste. Ouais, mais justement, c'est pour certains, en tout cas, ils vont commencer ou ils commencent à souffrir de cette image-là. Bien sûr. Et donc, ça commence à coincer un peu sur les recrutements des nouvelles générations, parce que parce qu'ils sont sur une image d'Épinal, etc. Et donc, tu vois, enfin, moi, je suis en train de développer ton business là, mais écoute, non, merci. Et je me dis que dans ce cadre-là, un travail sur la génération Y, etc. Alors il n'y a pas que Accenture, mais tu vois, un Price, un Deloitte, etc. Un travail là-dessus sur ces générations-là, ça peut faire du sens. Ok. Effectivement, le sens, c'est carrément le mot. Hein. C'est de toute façon, aujourd'hui, je pense que, encore une fois, hein, je reviens sur des comparaisons. Moi, je suis le début de la génération Y. Je suis né en 81. Donc, je suis un peu, comment on dit, un xénial. Je suis entre un X et un Y, un mix de valeurs. T'es vieux, Walid. Voilà, je suis vieux, ça y est. Et derrière, il y a les Z. Les Z, c'est après 95. Donc, c'est les gens qui rentrent sur le marché de l'emploi, voilà, ces dernières années. Et en fait, c'est une génération, c'est pas un cliché de le dire, qui s'interroge beaucoup plus sur le sens du travail, sur l'impact sur la société, etc. Et c'est sûr que, par exemple, nous, on était beaucoup plus sur un discours sur quel est le salaire annuel, quel est le titre, la progression, et je pense que c'est des choses qui sont toujours importantes, hein. Les gens restent ambitieux, surtout quand ils sont issus de formations, en tout cas de bonnes formations, de formations élitistes, etc. Mais la question du sens et de l'image et de l'impact aujourd'hui est beaucoup plus présent, et c'est pas du greenwashing, quoi. C'est pas pour se donner bonne conscience, c'est vrai. Alors ça, c'est un pan. Si dans les autres 8 millions d'auditeurs de la colle, il y a des gars, des filles qui disent mais moi j'aimerais je sais pas, raconter une histoire. J'ai un script, j'ai quelque chose, etc. Là aussi, c'est des choses qui t'intéressent? Bien sûr. En fait, nous aujourd'hui, évidemment, ça va dans quelques. Comment tu sources d'ailleurs? Voilà, donc j'allais expliquer un petit peu. Donc, en fait, tout au début, ça s'est fait par un réseau un peu de proche en proche, c'est-à-dire des journalistes, des auteurs, des autrices autour de nous, et à 1 ou 2 degrés de séparation en posant des questions. Et donc ça s'est fait d'abord comme ça. Et ensuite, aujourd'hui, on commence à recevoir pas mal de propositions spontanées. Donc voilà, les gens qui ont des propositions à nous faire, que ce soit des auteurs, des autrices, j'imagine que ce serait plutôt ça parmi le public qu'on a. Peut-être aussi des journalistes, plus de formation, mais ça c'est un circuit encore un peu différent. Typiquement, en fait, nous aujourd'hui on a 4-5 grands thèmes qu'on traite. On a le rapport au travail. Moi par exemple, parmi le public, je pense qu'il peut y avoir des super histoires sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Moi je sais que par exemple, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que notre série L'insoutenable légèreté du labeur, c'est une des qui a le mieux marché. Par exemple, il y a une des histoires qui moi me plaît beaucoup, dont je parle souvent, c'est une américaine qui habite à Londres et qui raconte pendant le premier confinement son beau-père qui insiste pour aller travailler pendant le confinement. Et en fait, elle comprend pas, elle dit mais pourquoi est-ce qu'il insiste? Et du coup, elle écrit un très beau texte où en fait elle raconte à quel point on a à peu près le même âge, donc fin trentenaire, le travail occupe le centre de nos vies et occupe presque la place de la religion ou de l'identité dans la manière dont on se présente aux gens. Et elle interroge ça, elle observe que quelque part le fait d'être béat d'épuisement, comme elle le dit, en fait c'est une sorte de Graal, c'est-à-dire que ça fait bien de dire j'ai fait des slides jusqu'à minuit. Tu existes. J'existe, exactement. Et ce truc-là a super bien marché, a fait beaucoup réagir, a été beaucoup partagé. Et typiquement, voilà, ce genre de sujet qui interroge la place du travail dans nos vies, ou ça, c'est des choses dont on est toujours très preneur. On a surtout des questions d'identité. Évidemment, aujourd'hui, on a une ère où on interroge beaucoup l'identité, que ce soit les identités, voilà, d'origine, de genre. Ça peut être aussi un truc beaucoup plus large auquel on pense pas forcément. Donc, on a une série là-dessus. On a une série sur les histoires d'amour qui s'appelle Love Better. Donc, j'adore ça. L'amour mais en mieux, aimer mieux. Et l'idée, voilà, c'est de raconter des histoires d'amour modernes, un peu extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, pas besoin que ce soit Roméo et Juliette, mais quelque chose un peu qui raconte l'ère du temps. Donc j'ai parlé de la série sur le travail, on a une série sur les grandes manifestations et les grands chambardements. Donc voilà, ça c'est aussi une série qui marche bien. Et après, de manière générale, tout ce qui raconte la société par l'intime, et surtout quand c'est un côté international, on est toujours super intéressés. Donc que les gens n'hésitent pas. Ok,
Donc, vous avez entendu. Qu'est-ce qu'il faut t'envoyer? Il t'envoie un script, un mail, un truc Alors, si c'est un truc, si c'est de la fiction, plutôt un format nouvelle, donc c'est en gros 2000 mots, 10 000 signes, donc en gros ça fait quelques pages. Ouais. Donc quelque chose, voilà, il faut qu'ils se disent, il y ait un peu de matière, quoi. Bah, en fait, surtout, il faut oui, mais de l'autre côté, souvent, moi, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que souvent, je reçois des trucs très longs. Mais nous, en fait, on a une plateforme. Notre plateforme est destinée plutôt à être lue sur mobile. Donc, il faut qu'ils se disent, est-ce qu'ils imaginent les gens être capables de lire leur texte pendant 15 minutes sur un portable? Est-ce que la manière dont c'est écrit est suffisamment haletant? Est-ce que ça s'inscrit là-dedans? Donc, si c'est un truc qui est déjà écrit, voilà, quelque chose au format nouvelle. Après, si c'est vraiment excellent, ça peut nous arriver de publier des mini-séries, mais c'est pas forcément évident. Si c'est pour faire du podcast. Si c'est pour faire du podcast, plutôt un pitch, pour expliquer un peu le truc. Après, si c'est une personne qui est déjà elle-même podcasteur ou podcasteuse, nous, ça nous arrive de produire des podcasts. Par exemple, là, on va sortir un podcast au mois de mai sur lequel on a pas mal investi, qui est une histoire qui est hyper intéressante sur une jeune femme qui a souffert d'anorexie. Et c'est une journaliste, en fait, qui réalise ce podcast, qui raconte ça en 4 épisodes. Et sur un propos, voilà, qui est assez interpellant parce que, je vais pas faire de spoiler, mais en gros, elle dit que dans l'anorexie, elle a trouvé une sorte de forme de puissance et de maîtrise de soi qu'elle s'attendait pas. Et du coup, ça a complètement bouleversé son identité, bref. Et ça, typiquement, ça a été un pitch qu'on a reçu d'une journaliste et en fait, on a été emballé par la manière dont on racontait l'histoire, le format. C'est quelqu'un qui travaille le sujet depuis 3 ans, donc c'est très sérieux, quoi. Okay. Donc là, on est plutôt dans la peau des producteurs. Après, pour des podcasts plus amateurs, ou en tout cas des gens qui débutent, qu'après, sur le podcast, c'est un peu le Far West, donc je sais même pas si on peut parler d'amateurs, tout le monde apprend en même temps. Mais voilà, nous faire écouter peut-être un extrait de choses déjà produites et surtout bien regarder des choses qu'on fait déjà, parce que plus ça s'inscrit dans des séries qu'on a, plus c'est facile pour nous de les mettre à la programmation, quoi. Ben oui, je comprends. Quand on veut, il y a le site Friction. Donc, il y a une application. Ok. Ah, il y a une application. Voilà, je l'avais loupé, celle-là. Ok, donc on va mettre le lien vers le site, vers l'app aussi. Et pour les podcasts, on vous retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcasts? On est sur toutes les plateformes. Après, on a deux podcasts principaux. Enfin, on a le Friction, le principal. Ouais. Et puis, on a une chaîne dédiée sur le podcast pour le travail, donc ça s'appelle l'Insoutenable légèreté du labeur. Ouais, okay. Mais tout ça, voilà, on peut le retrouver depuis le site. On a tous les liens. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du Brésil... Oui. Moi, je viens de sortir un podcast, pour le coup, à la fois, à la base, c'est un texte. En fait, c'est une nouvelle que j'ai écrit, que j'ai divisée en 3 épisodes. Ah, tu vois, tu t'y mets, toi aussi, au podcast. Voilà, Nostalgie du futur. Donc, moi, j'ai écrit le texte et on a réalisé un podcast avec un comédien et aussi, du coup, l'équipe Friction qui a réalisé le... Ça fait quoi d'entendre son texte dit par un comédien? Ça doit faire quelque chose, non? Non, c'est très étrange parce que, en fait, quelque part, de la même manière que quand je pense à mes personnages, quelque part, ils ont leur vie propre. C'est comme si je pensais à des gens qui existaient ailleurs, et là, c'est un peu la même chose. C'est comme si tout d'un coup, ce texte n'était plus tout à fait le mien et que c'était un autre objet qui était en train d'être inventé. C'est la même chose d'ailleurs quand je fais lire des textes qu'on traduit vers d'autres langues aux auteurs, quand ils savent lire la langue, évidemment. Mais typiquement, voilà, je sais qu'un des grands plaisirs de nos autrices et nos auteurs, c'est quand ils voient leurs textes, voilà, en anglais ou vers le français, ou alors quand ils sont même hispanophones ou lusophones, vers l'anglo-français, enfin peu importe. Tout ça pour dire effectivement la question de voir en fait ces mots dans un autre support, dans une autre langue, il y a toujours une sensation comme ça de déplacement qui est hyper étrange et en même temps assez délicieuse. Ok, Walid. On arrive à la fin, ça fait déjà 1h20 que je te tiens la jambe. Si on veut te contacter, le moyen le plus simple, c'est quoi? Le moyen le plus simple, c'est via, je me souviens mon adresse mail. Tu souhaites que je la donne ou que je l'en laisse dans le lien? Enfin, c'est comme tu veux. Walid, WALID.rachedi, RACHEDI, @friction, donc au pluriel, .co. Donc voilà, walid.rachedi @friction.co. Ouais, le lien, je ne le mettrai pas en lien parce que comme ça, je veux que les gens écoutent jusqu'au bout. Et puis comme ça l'expose moins aussi. Tu t'es sûr que... De toute façon, depuis le site, il y a tous les contacts. Donc, si les gens n'ont pas bien noté, ils peuvent facilement contacter via le site. Alors, moment rituel dans la colle, les 7 dernières questions. Toi qui es un littéraire, donc c'est inspiré du questionnaire de Pivot. Proust. De Pivot. Ah non, de Pivot. Moi, c'est plus récent, on va dire. Walid, quel est ton mot préféré? Persévérance. Persévérance. Oui, c'est ce que tu disais avec ton bouquin et la
antépénultième version. Ah, mais là, j'en ai écrit un deuxième. Hein. J'en ai écrit un deuxième qui est d'ailleurs le préquel de Fugue. Ah ouais. Mais voilà. Tu l'as fait façon Star Wars, alors. En fait, c'est une trilogie, donc je me dis, on va écrire les autres. Ouais, c'est ça. Quel est le mot que tu détestes? Résignation. Le son ou le bruit que tu aimes? Le vent dans les feuilles d'un arbre. Mais tu sais, alors ça, c'est un grand classique. C'est vrai? Ah mais ouais. Tu es le 26e épisode, 26e épisode que j'enregistre. J'ai dû au moins l'avoir 4-5 fois. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça. Hein. Tu fais un podcast rien qu'avec du vent dans les feuilles. Franchement, tu fais un carton. Mais je pense qu'on va se lancer dans la SMR, hein, on va faire ça. Exactement. Mais c'est drôle, tu sais que tu dis que c'est 26e, parce qu'en fait, moi, j'ai une sorte de fétichisme autour du chiffre 8, et moi, je suis né le 26. Donc, c'est très étrange. Écoute, je pense que Pierre, il y a quelque chose là. Tu crois qu'il y a une connexion, il y a un alignement de planètes? Moi, je crois beaucoup aux signes, hein, donc voilà, je suis un peu mystique là-dessus. Ouais. Le son ou le bruit que tu détestes? Le son du frigidaire, la nuit. En fait... c'est un truc comme ça. Le petit ronron du moteur, là? Ouais, le petit ronron, parce qu'en fait, c'est un truc, c'est dès qu'on commence à trop, en fait, y porter attention, mais en fait, ça devient obsédant. En fait, tous ces bruits, en fait, au-delà du bruit du réfrigérateur, mais ces bruits un peu diffus de fond, mais qui deviennent obsédants quand on commence à trop les entendre. Parce que tu sais que s'il fait trop de bruit, il faut s'inquiéter quand même. Hein. Ouais, mais en fait, je pense que c'est presque une métaphore sur d'autres choses, c'est-à-dire, tu sais, c'est tous ces signaux faibles qui, au début, ont rien d'ennuyeux, mais au bout d'un moment, en fait, quand ils s'accumulent, en fait, ils commencent à complètement prendre la tête et devenir obsédants. Alors, je partage juste un truc là, c'est que ce bruit-là, pour moi, c'est ma Madeleine de Proust pour ma grand-mère. Parce que quand je dormais chez ma grand-mère, j'entendais ce bruit-là. Et donc, à chaque fois que maintenant j'entends un frigo qui ronronne, voilà, ça me fait penser c'est une belle Madeleine de Proust. Bah écoute, peut-être que ça me fera changer d'avis du coup. Bah écoute, la prochaine fois, tu penseras à ma grand-mère en pleine nuit. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Je crois pas que j'en ai vraiment, mais ouais, putain, quoi. Ouais, on fait dans le classique, là. Classique. On fait dans le classique. Classique, ouais. Moi, je pense que je suis finalement... Mais je pense que malgré les apparences, je suis quelqu'un de très conservateur. T'essayes de pas l'être, mais en fait, t'y reviens tout le temps. En fait, je lutte contre mon classicisme. Exactement. Ouais. La citation que tu aurais aimé prononcer? La citation, c'est de Romain Gary, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. C'est le patriotisme, c'est l'amour des siens, et le nationalisme, c'est la haine des autres. Ça colle bien avec le personnage. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Ah, tu vois que ta mère avait raison. C'est bon, ça. J'adore. J'adore. Très, très bien. Ok, Walid. Encore un grand merci du temps que tu nous as consacré. Je trouve le projet Friction, mais tu vois, comme quoi, hein, le nom est bien choisi puisque Friction fait de la fiction aussi. Il y a un vrai quelque chose. En plus, voilà, le format podcast, moi j'y crois énormément. Je pense que on est pas au tout début, mais on reste quand même dans le premier tiers de l'expansion de ce que va devenir le podcast, et je crois que vous avez un positionnement qui est intéressant, qui est multiple et donc intéressant. Donc voilà, chers auditeurs de la colle, je ne peux que vous inciter à aller découvrir tout ce que fait Walid avec Friction. Et la fugue, on peut le lire quelque part ou pas? Non, pour l'instant, c'est plus sur les plateformes, mais j'espère que l'année prochaine, il y aura le préquel. Donc tu ressors la... Voilà, et après, je ressortirai le suivant. Inch'Allah, hein, comme on dit. Inch'Allah. Ok, écoute... mais merci beaucoup, Pierre. Vraiment, c'était une excellente conversation, et j'ai beaucoup apprécié cet échange, et je remercie les auditrices et auditeurs d'avoir écouté. Ouais, d'avoir tenu jusque-là. Ok, voilà. Allez, merci beaucoup, Walid, et à très vite. Bye bye. Au revoir. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.